Quand on est élu d'une fédération, que ce soit le président, le secrétaire général, les vice-présidents ou autres, on se doit d'être sur le terrain. C'est une évidence, on doit être au contact des clubs. Et puis en plus, notre slogan, c'était la fédération, c'est vous. Donc si on ne les écoute pas, ça voudrait dire que ce n'était pas le bon slogan. Nous, nous sommes convaincus que c'était le bon. Donc c'est pour cette raison que je montre l'exemple, effectivement. J'essaie d'aller 1 à 2 fois par semaine dans des clubs, et notamment dans des écoles de rugby, je le dis et je le répète, parce que pour moi c'est le plus important. Mais voilà, donc, et je suis satisfait de tous les élus et je les remercie aujourd'hui parce qu'eux aussi vont sur le terrain, on en parlait tout à l'heure, et qu'ils doivent continuer à y aller parce que, je le répète, ce contact, cette proximité avec les clubs est primordiale. Ce contact avec votre équipe aussi, hein, parce que votre équipe sera là pour répondre aux questions des clubs, à vos questions, bien sûr. On peut peut-être présenter ou rappeler qui vous soutiendra, Bernard, dans ce travail d'équipe. Il y a Serge Simon, le vice-président, il y a Christian Dulin, le secrétaire général, il y a Alexandre Martinez, le trésorier, il y a Didier Retière, le DTN, Henri Mondino pour la réforme des territoires, et j'en oublie, voilà, mais je n'ai personne qui me souffle dans l'oreillette. Voilà. Oui, non, mais c'est surtout ces personnes parce qu'on sait que des questions vont tourner toujours autour des mêmes sujets, ce qui est logique. Ouais. Mais tous sont capables de répondre, je peux te le garantir. On va rappeler quand même le principe, parce que c'est un moment entre les clubs et le président, donc les questions vont porter sur eh bien, ce qui fait votre quotidien, à vous les clubs, et ce que Bernard, le président, et son équipe bien pourra vous apporter comme réponse, puisque c'est un moment un petit peu de synthèse, de clôture de cette saison 2017-2018. Bien, on commence. Alors moi, je suis un petit peu... voilà, je n'avais pas assisté à l'Agora de la saison dernière à Bourges. Donc, c'est le coup d'envoi, peut-être, tout de suite, avec une petite question, s'il y en a. Ou peut-être, Bernard, tu veux peut-être commencer. Non, allez-y. Mais avant de commencer, je tiens à te remercier, d'abord à toi, oui, François, de participer, de contribuer à ce congrès, puisque tu es là pour l'Agora et tu seras là demain pour l'Assemblée Générale. Donc, encore une fois, merci à toi pour ta contribution. Avec grand plaisir. Eh bien voilà, on est prêt, on est lancé, on est chaud dans cette magnifique salle où on peut peut-être commencer par le premier thème. Après toi, comme ça, spontanément, je réponds bien sûr à votre... Ah, un micro, je peux me déplacer aussi, hein, je suis en canne. Vas-y. Oui, donc je suis président d'un club de série. Pendant ta campagne, tu as évoqué effectivement une idée qui était prise au foot sur la formation, une indemnité de formation était très bonne et qu'elle serait appliquée au rugby. C'est-à-dire la reversion des indemnités de formation d'un joueur qui quitte le petit club d'origine et qui évolue jusqu'à donc le grand club pro. Et c'est vrai que le petit club, il ne reçoit plus rien à la fin. Il est oublié complètement. Et je veux savoir quand tu comptes mettre cette réforme en place. Alors, ça tombe bien parce qu'effectivement, c'est une des réformes. On parlera tout à l'heure de la convention que nous avons signée, la nouvelle convention que nous avons signée, FFR, Ligue nationale de rugby. Mais un des éléments de cette nouvelle convention, c'est effectivement ce qu'ils ont appelé, eux, la RIF, hein, la rémunération d'indemnité de formation. Et c'est tout en l'honneur de la Ligue aussi, parce que c'est bien aussi de dire quand les autres travaillent bien. C'était effectivement un engagement fédéral, mais la Ligue aussi travaillait de son côté pour faire en sorte que, justement, ce que tu disais, que des indemnités de formation soient reversées aux clubs formateurs au prorata du nombre d'années placées dans ces clubs. C'est chose qui sera faite. C'est un montant évalué à 3 millions d'euros par an, ce qui n'est pas rien. Donc là, encore une fois, je dis merci à la Ligue. Voilà, c'est très important. Et ce sera à partir de 2019. Voilà. Donc, c'était un élément de campagne, mais, je le répète, la Ligue travaille en parallèle et le menait. Donc, nous sommes satisfaits d'aboutir et d'avoir trouvé, je dirais, un terrain d'entente. Bernard, on va se recentrer, parce que quand même, on est en 360, ce qui nous arrive peu. Hein. Voilà. Et ce n'est pas de la réalité augmentée, mais en tout cas, on est prêt pour une deuxième question dans cette agora du président. J'avais oublié Thierry Muri tout à l'heure, mais je n'ai pas des yeux dans le dos. Thierry. Oui. Bon, moi, président, bonjour. Donc, on va commencer par les écoles de rugby. Bon, moi, je suis président d'une petite école de rugby. Et notre souci, c'est la pérennisation des écoles de rugby. Quand on voit que les effectifs diminuent. Or, on sait très bien que tous nos gamins, ils sont quelque part. Ils sont à l'école. Voilà.
Donc ma question, elle portait sur ce que peut nous aider la fédération pour, il ne faut plus dire pénétrer, on m'a dit, pour entrer en contact avec les écoles. Or, nous sommes porteurs d'un projet que je t'avais remis à Avignon, que j'ai remis à tes collègues, mais plus qu'un projet, une expérience pilote de rugby à la récré. Bon, j'ai eu des réponses, bravo, d'ailleurs tu m'as répondu, bravo. Le projet attend plus que bravo. Et en discutant avec des collègues à toi, on m'a dit que tu avais justement pensé à une fondation qui pourrait aider justement des projets intéressants et qui permettraient leur réalisation. Bon, vrai ou pas, c'est la question que je te pose. Au-delà de la fondation, c'est un des éléments forts de notre réforme. Et la plus grosse des réformes, pour moi, le chantier numéro 1, c'est la mise en place des cadres techniques de club. Je sais que certains sont là. Pour moi, c'est le chantier numéro 1. Reprendre la formation à la base. Ça veut dire quoi, reprendre la formation? On ne parle pas nécessairement que du contenu. On parle effectivement d'aller chercher un maximum de gamins. Je suis convaincu, et c'est un constat, on a abandonné l'école. C'est une évidence. Quand tu grandissais à Gaillac, quand tu grandissais à Biarritz, eh bien, tu allais au rugby naturellement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. C'est comme ça. Il y a des sports émergents qui font qu'il y a de moins en moins de licenciés. Je répète, et c'est André Laure qui me l'a toujours écrit, qu'entre 2012 et 2016, on a perdu 12 000 gamins des moins de 14 ans. Et on continue d'en perdre sur les derniers recensements. Donc ça veut bien dire qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait à nouveau rentrer dans ces écoles primaires pour initier. Alors jouer au rugby dans l'école primaire, ça ne veut pas dire plaquer, se faire des bosses, les genoux en salle, c'est pas ça. C'est initier, voilà, à faire un décalage, à faire une passe déjà. Voilà, l'initiation au rugby. Ça, c'est la première des choses. Pour, après cette initiation, pouvoir recruter et amener dans nos clubs. Mais qui y va? La question est là. Qui doit y aller? Pour moi, ce sont, et c'est la passerelle se fait, ce sont les éducateurs des clubs. Mais les éducateurs des clubs, pour rentrer dans ces écoles, il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'ils aient un diplôme, sans quoi ils ne rentrent pas. Donc le rôle de ces cadres techniques de club sera justement de former ces éducateurs sur place. Parce que là aussi, j'étais offusqué quand on disait à un éducateur bénévole, mais pour te former, et il faut te former, il faut que tu ailles passer des diplômes au siège, au comité, c'est à 200 km, donc tu dois prendre 4 jours de vacances. C'était pas possible, ça. C'était pas possible. Beaucoup ne le faisaient pas, et à juste titre. Ils étaient déjà généreux de venir le mercredi et le samedi. On n'allait pas en plus leur dire il faut prendre des congés pour se former. Donc, grâce à ça, les cadres techniques formeront des éducateurs dans leur club et ensuite, au prorata de leur disponibilité. Un ira 1 heure, 2 heures dans les écoles primaires, initiés au rugby et pourront, je le répète, puisqu'ils sont éducateurs de club, amener, recruter ces gamins dans les clubs. Pour moi, c'est le chantier numéro 1. Il faut qu'on élargisse la base, qu'on fasse venir un maximum de gamins dans nos écoles de rugby. Le hand l'a fait, je l'ai dit et redit. Le hand l'a fait. Alors on me dit oui, mais c'est plus facile de jouer au hand quand on est dans une école qu'au rugby. Je le répète, c'est pas pour jouer à plaquer, c'est pour initier. La passe, le décalage, voilà, des choses simples qui font qu'on donne l'appétit aux gamins et qu'ils ont envie ensuite de venir pratiquer ce sport. Didier Retière, peut-être, qui va Didier peut insister, ajouter un petit mot à ce sujet. On est en train aussi de développer donc un programme qui s'appelle École-Oval qui justement va essayer de faire que le rugby soit repris comme un support d'éducation, qu'il soit présent dans toutes les écoles, de la maternelle à l'université et de la découverte jusqu'au haut niveau, par la formation des enseignants, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que quand l'enseignant, justement, on se rend compte que le rugby, c'est pas ce qu'il voit parfois à la télévision, de gros plaquages, etc., mais qu'on peut faire jouer les enfants avec du rugby à toucher et tout ça. Donc ça, c'est un gros travail. À partir du moment où on aura mis l'éducation nationale dans la dynamique, avec les CTC, avec des éducateurs dans les clubs qui seront formés pour ça, on sera plus présent dans l'environnement et donc il y aura plus de rugby. Après, je te rejoins complètement sur la pratique du rugby dans les cours de récréation. Pour ça, il faut qu'on arrive à faire valider les ballons qui vont avec. Il faut aussi que les enseignants se rendent compte que le rugby à toucher, il est possible sur du goudron, sous un préau et n'importe où. Donc on a pas mal de communication à faire pour que justement le rugby regagne ce terrain qu'il a pu perdre. Alors c'est vrai que pour toi, dans un terroir qui est marqué génétiquement par le rugby, c'est plus facile quelque part de mettre le rugby dans les cours de récréation. Mais c'est vrai que ton exemple, il est à répandre progressivement sur l'ensemble du territoire. Alors,
De plus, on a pris rendez-vous au début septembre avec le ministre de l'Éducation nationale parce qu'on veut signer une convention nationale qui nous facilitera la tâche pour rentrer justement dans ces écoles, c'est certain, même si on sait qu'un directeur d'école, un proviseur, fait ce qu'il veut chez lui, il est souverain, et certains diront non, mais si on arrive avec une convention nationale, on l'avait dit déjà l'an dernier, ce sera quand même beaucoup plus facile. Une autre question dans l'agora du... Et je voudrais aussi rajouter, tant que j'y pense, on dit qu'il y a moins de licenciés dans les écoles de rugby à cause de la commotion cérébrale. Il ne faut pas se mentir entre nous. En 2012, personne n'en parlait de la commotion cérébrale. Entre 2012 et 2016, personne n'en parlait de la commotion cérébrale. Donc ce n'est pas ça le sujet. C'est trop facile de se dire « Oh, à cause de ça, il y a moins de jeunes ». Non. On a lâché les écoles, on n'a pas fait notre travail d'aller initier, recruter, on ne l'a plus fait. Donc il faut le refaire. Je ne dis pas que les commotions cérébrales arrangent les choses, mais ça n'existait pas entre 2012 et 2016, ou très peu. Bernard, sur ta droite, votre nom et votre club, s'il vous plaît. Alors, je suis président du club de Rabasses de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Je suis là depuis hier, donc j'ai entendu toutes les évolutions qui vont être mises en place et je trouve qu'il y a énormément de bonnes choses qui vont dans le sens dont les petits clubs attendent. Mais j'ai vu qu'avec la Ligue, ça s'est amélioré nettement, la Fédération Ligue, où c'est qu'il y a de l'argent qui va être remis, où c'est que vous allez former des éducateurs, mais on ne parle jamais de ce que vraiment, où c'est que les gamins pourraient se mettre à rêver. Moi, je viens d'une zone totalement défrichée en termes de rugby professionnel, parce que dans la Haute-Pyrénées, on n'a absolument plus rien. Et aujourd'hui, pour faire rêver les gamins, ils ont besoin quand même d'être en contact, peut-être avec des gens qui sont médiatisés, notamment des joueurs, que ce soit de moins de 20 ans ou nos internationaux ou des clubs de top 14. Et aujourd'hui, quand on est un département un peu à l'écart de tout ça, qu'est-il possible de faire? En fait, est-ce que ce n'est pas possible, justement, plutôt que de demander tout le temps de l'argent à la Ligue, demander de temps en temps de mettre des joueurs professionnels à disposition des écoles de rugby? Bien sûr, moi je ne vais pas te dire non. Mais là, encore une fois, c'est un travail de proximité. Donc avec les ligues, rien n'empêche les présidents de ligue d'aller voir les clubs professionnels qui sont dans cette ligue et de dire est-ce que de temps en temps, il n'y a pas un joueur qui peut y aller. Enfin, moi, à Toulon, tous les mercredis, il y avait un joueur, Henri, je ne sais pas où il est, Henri. Voilà. Henri va le dire, il y avait toujours un joueur qui allait dans une école de rugby. Toujours. Alors, je ne dis pas qu'il entraînait nécessairement. D'accord? Il y passait des fois un quart d'heure, des fois il y en a qui entraînaient, passaient à leur plaisir, il passait 2 heures, mais il y avait toujours cette proximité et ce contact que le président voulait entretenir. Et on peut le faire, bien sûr, beaucoup plus loin. C'est une évidence. Enfin, ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Hein. Il faut juste le mettre en place et je comprends la nécessité d'un gamin qui a envie de voir des grands joueurs, surtout quand il ne les voit qu'à la télévision. Une question derrière nous. Tout à fait, j'arrive. On est un peu moins en cadre déjà. Bonjour, je suis Claude Soutadet. Bon, je suis dirigeant d'un club deuxième série Languedoc, Ligue Occitanie. Et je suis le secrétaire général de l'UCRAF en même temps. Alors là, je voudrais intervenir par rapport à ce qui s'est passé au comité directeur du 26 mai à Lyon, où des décisions importantes ont été prises. Alors, je ne commenterai pas toutes les décisions, mais j'en commenterai seulement une seule qui tient beaucoup à cœur. C'est la suppression des obligations sportives pour les clubs de 4e série à promotion d'honneur. Alors, au niveau de l'UCRAF, on a fait le tour des clubs. Or, cette décision-là n'est pas comprise par les clubs. Elle n'est pas comprise par les élus des comités départementaux. Elle n'est pas comprise par des élus des ligues régionales. Ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé au comité directeur, quoi? Parce que quand tu avais pris les engagements, tu nous avais dit que toutes les décisions seraient prises en concertation avec les clubs. Alors, cher Claude, malheureusement, ce 26 mai, je n'y étais pas, à ce comité directeur, mais je savais très bien, malheureusement, parce que j'étais à des obsèques, mais je sais très bien les décisions qui allaient y être prises. Et tu as raison de dire, nous, on pense sincèrement que c'est la bonne solution, d'enlever les obligations. On a eu des remontées de clubs qui nous ont dit attention, certains ne vont plus s'occuper de la formation, vont s'occuper que des seniors, etc. On a pris la décision tout à l'heure, vu qu'effectivement ça semble poser problème, de dire on reste comme c'est, donc on va faire un bureau fédéral, on va changer, on va laisser ces obligations d'école de rugby, d'accord? Et on va vous concerter durant toute la saison pour voir d'abord
parce que si on les a prises, c'est qu'on avait des remontées de clubs aussi qui nous disaient nous sommes ennuyés. Il faut savoir que sur 1300 clubs régionaux, on me disait qu'il y avait 350 dérogations. Ça fait plus de 25%. Voilà. Donc on a dit, OK, et notre tort, c'était effectivement d'avoir pris des décisions sans concerter les clubs. Donc c'est pour cette raison qu'on reste sur le même logiciel que la saison dernière, que la saison précédente. On garde ces obligations et nous en discuterons et vous serez consultés durant la saison qui arrive. Ça sert aussi à ça, l'Agora. Mais exactement, c'est ce que disait, je crois que c'est Christian qui le disait, ça sert à ça aussi. C'est que vous êtes présent, vous n'êtes pas content. Nous, on ne fera rien contre vous. C'est vous qui travaillez, c'est vous qui êtes sur le terrain. Voilà, donc il faut qu'on soit logique. Nous, on avait une idée et on en est encore convaincu de cette idée. Maintenant, on discute, on regarde, et si vous pensez vraiment que ce n'est pas la bonne idée, écoutez, encore une fois, c'est vous qui êtes au quotidien auprès des jeunes et auprès des clubs, donc nous sommes avec vous. Question ici, Bernard. Un champion du monde, on peut l'applaudir quand même. Merci, merci. Je crois d'abord, parce qu'on ne l'a pas fait, François, qu'on peut applaudir notre grande équipe des moins de 20 ans. Champion du monde. C'est tellement rare d'avoir une équipe championne du monde que sincèrement... Merci. Ça me touche, ça me touche. Moi, Bernard, je voulais te demander où ça en est la mutualisation des habits, des maillots et de la pharmacie. On en parle beaucoup. Où ça en est? Parce que c'est pour les clubs, ça serait un pieu. Alors, un pieu. Pour la pharmacie, on n'a pas de pharmacien dans l'équipe, donc on est emmerdé. Je te le dis de suite. Donc on va lancer un appel d'offres, on va essayer de recruter un pharmacien. Non, pour ce qui est des équipements surtout. D'abord, la dotation des ballons, parce que je sais qu'il y a certaines questions qui reviennent, c'est tous les ans. On a dit, c'est un élément de campagne, tous les ans, il y aura un ballon pour 5 licenciés. Ça, c'est clair. Donc vous avez reçu la première dotation, vous recevrez en octobre la deuxième dotation de la deuxième année. Ça, c'est une certitude. La deuxième chose, c'est que on a signé un contrat donc, avec le coq sportif qui va démarrer le 1er juillet. Dans ce contrat, le coq sportif s'engage à donner 1,9 million pour l'équivalent d'1,9 million de matériel pour le rugby amateur. Et je vais plus loin, c'est pour les écoles de rugby. Pour les clubs qui ont des écoles de rugby, pardon. D'accord? Pour les clubs qui ont des écoles de rugby. Maintenant, vous n'allez pas recevoir un chèque du coq sportif. Hein. Ça n'existe pas, ça. Vous aurez des bons à aller chercher dans tel magasin, etc., etc. Voilà. Mais chaque année, des jeux de maillot. Chaque année, d'accord, ces 1400 clubs recevront voilà, l'équivalent de soit des jeux de ballon, soit des survêtements, enfin, l'équivalent de 1500 € de dotation d'équipement, le coq sportif. Ça, c'est chaque année. Voilà. Pour la saison 2019-2020, Thierry me dit, c'est un jeu de maillot. Voilà. Voilà. Oui, on peut applaudir. Oui, une petite précision. Ces maillots seront personnalisables par vous, puisque vous aurez des points relais dans tous les départements. Il y aura des points relais et vous irez choisir les couleurs de maillots, voilà, en sachant que la qualité, ils ont fait une présentation ce matin, la qualité des maillots qui vous sera proposée seront la qualité des maillots du Racing, de l'équipe première du Racing. Voilà. Donc la qualité de maillot est là et vous pourrez choisir à votre gré de l'attribuer à votre école de rugby, à vos cadets, à vos juniors, à votre équipe première. C'est vous qui choisirez de mettre vos logos, vos couleurs. Voilà, ça sera vraiment quelque chose qui va être interactif. Vous pourrez le choisir, vous, avec le distributeur du coq sportif dans tous les départements. Vous irez, vous assirez à côté de lui et vous créerez votre maillot avec lui. Et ils vous le livreront. Voilà. Et il le représente demain à l'AG. Voilà. Thierry Muri. Des questions à se tourner là, Bernard. Moi, j'en ai une en face. Là et là. Merci. Je suis président du Pays Médoc Rugby. Ma question a trait au bénévolat. Beaucoup de clubs ont du mal à garder leurs bénévoles. Et pour les remercier, j'avais une question à te poser. Ne serait-il pas possible qu'avec le pass volontaire, les bénévoles aient des places ayant droit pour les matchs de la Ligue?
Pour les matchs de la Ligue. Pour aller voir des matchs de la Ligue. Du top 14. Top 14 de Pro D2. C'est une revendication qu'il faut faire. Je ne vais pas te dire oui alors qu'on ne leur a pas posé la question. Mais c'est géré par la Ligue. Maintenant, on peut faire, nous, la demande. Voilà, c'est ce que je te demande. Oui. Je pense que ce serait un bon moyen pour les remercier de leur engagement, car on n'a pas grand-chose à leur donner, à part quelques voyages par-ci, par-là. Et moi, j'ai fait l'expérience avec l'UBB. J'en ai envoyé 4 voir des matchs. Ils sont rentrés ravis parce qu'ils n'avaient jamais assisté à un match de top 14. Mais nous poserons la question à la Ligue. Et il faut savoir aussi quantifier que c'est combien de places par match. Mais on peut poser la question, bien sûr. Merci. Un match de l'UBB, c'est qu'un beau cadeau. Oui, bonjour. Oui. On m'a donné le micro, donc j'en profite. Bien. Je voudrais revenir sur la question d'avant. Je suis désolé, c'est l'agora des clubs, mais je suis président de CD. Nous, les ballons et les maillots, on aime bien aussi. Je ne sais pas si les autres présidents de CD sont d'accord avec moi, mais recevoir une dotation de ballons pour les CD, ça nous aide beaucoup. Bien sûr. Merci. Effectivement, je ne l'ai pas souligné, mais certains présidents de clubs, de départements, me le mentionnent à chaque fois que je les vois. Donc, sincèrement, on n'est pas à 20 000 ballons près, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, donner des ballons à des CD me semble aussi être une chose logique. Merci. Bon, puisqu'un président de CD a osé s'adresser à vous pendant cette agora des clubs, je poursuis. J'ai une question qui concerne vraiment les créations de clubs. On voit émerger des clubs spécifiques Seven, ce qui est une tendance peut-être. J'aurais aimé avoir une clarification. N'y a-t-il pas un risque pour le développement et la pérennisation des clubs de rugby que ces nouvelles associations sportives viennent solliciter des joueurs déjà licenciés dans les clubs du bassin, solliciter les municipalités pour des subventions pour une association qui est une pratique voisine et demander à bénéficier des mêmes infrastructures, des mêmes équipements sportifs. Donc quelle est la vision? Est-ce que ces structures de clubs purement Seven, c'est quelque chose qui doit se poursuivre ou n'a-t-on pas intérêt à avoir plutôt des sections Seven rattachées à des clubs du bassin? Moi, personnellement, j'y suis beaucoup plus favorable à la deuxième formule, c'est-à-dire que ce sont des sections, enfin, du rugby à 7 qui sont pratiquées par des clubs qui existent déjà. Voilà, donc on l'avait évoqué, je me rappelle, lors d'un comité directeur. Moi, je suis favorable à cette formule-là. C'est un peu gênant aussi, parce que ça veut dire qu'on va empêcher peut-être certains gamins de jouer au rugby. C'est assez paradoxal, ce que je dis. Mais il y a un risque, effectivement, de développement de ces clubs qui viennent chercher des licenciés, qui organisent des tournois avec un aspect commercial peut-être derrière aussi. Donc il faut être vigilant. Moi, dans un premier temps, je le répète, je suis pour que le rugby à 7 se développe dans des clubs de rugby à 15. Parce qu'en plus, on le sait, on le dit, en termes de formation, c'est bien de pratiquer les deux sports, notamment chez les jeunes. Donc ce serait l'occasion pour les justement. Mais à nous de leur proposer, là aussi, que ce soit la fédération ou les ligues, des compétitions. Et les clubs à 15, ils vont jouer avril, mai, juin, quand ils sont éliminés, les faire jouer à 7. Ils seront contents, les jeunes, de jouer. Oui. Une question. Oui, pour compléter la réponse, je rappelle quand même la procédure pour l'obtention d'une affiliation. Il faut qu'il y ait un avis favorable du comité départemental et de la Ligue. Donc je pense que déjà ces deux vétos-là empêchent la création de clubs qui iraient à l'encontre de l'existence de certains clubs. Donc il y a déjà des verrous. Par contre, l'interdiction définitive, c'est compliqué à faire. Après, il faut qu'on le fasse en bonne intelligence. Et juste pour ajouter un mot à ce que disait notre ami du Médoc sur les invitations des bénévoles, je vous rappelle que sur les 2 premières saisons et conformément à l'engagement qu'avait pris Bernard, on a invité sur les matchs de l'équipe de France tous les présidents de clubs de France par ligue. Alors tous n'ont pas répondu présent à notre invitation, mais je crois qu'à 75%, tous les présidents de clubs ont été invités à un match du 15 de France depuis 16 mois. Oui, bonjour. Une question, Club Quiz Peraza. Une question au niveau de l'école de rugby. Je rejoins M. Soutard quand il a parlé après de la suppression des obligations sportives. Tu viens de dire que pour l'année prochaine, ça restait tel que c'était. Oui.
Tu t'engages à ce Oui. plan. Ah oui, ça y est, on l'a décidé, on va le faire voter, parce que nous, on l'avait voté en comité directeur, donc on va le refaire voter, ça va, mais vous pouvez compter sur notre engagement, oui, on reste comme c'était la saison dernière. Voilà, donc j'ai bien entendu, parce que ce matin, quand j'ai posé la question, Mais je m'excuse, on a pris la décision à 13h, vu, encore une fois, que tout le monde, on sentait qu'il y avait un mécontentement, on a dit, attendez, c'est vrai qu'on n'avait pas consulté, c'était notre faute à nous. D'accord. Ensuite, la deuxième question que je voulais te poser, c'était, moi je suis nouveau parent, enfin, c'est pas le cas, hein. Je suis un nouveau parent, je veux mettre mon enfant à l'école de rugby. On me demande de sortir la licence, ce qui n'est pas facile, pour quelqu'un de nouveau, ce qui n'est pas facile. J'arrive au certificat médical. Quand je vois le certificat médical, quand je commence à regarder ce qu'il faut faire à tamponner, radio du rachis, électrocardiogramme, est-ce que vous pensez que pour un parent, une maman, ça va pas la retenir? Alors on a une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'après tout le gros travail que nous avons fait, et la commission médicale, et Thierry, etc., nous avons l'arrêté de signer hier qui supprime l'électrocardiogramme. Voilà, ça a été signé hier au ministère de la Santé. Mais ça a été un boulot d'un an, hein. Rappelez-vous, dès qu'on en a parlé, on s'est battu, on est allé au ministère de l'Intérieur, au ministère des Sports, au ministère de la Santé, en disant c'est pas possible. Pourquoi le rugby serait victime de cela alors que le jeu à 13 ne l'a pas, alors que l'athlétisme ne l'a pas, etc. C'était pas possible. Voilà. Donc on ne sait pas pourquoi on a été mis dans cette boucle-là, mais pour s'en sortir, ça n'a pas été facile. Hein. Parce que ça fait 3 mois qu'on nous dit qu'il doit être signé, tout le monde y croyait, puis ça repoussait sans arrêt. Fait, Thierry en parlerait mieux que moi. Et puis on a eu l'heureuse surprise hier, on s'y attendait, puisqu'on nous disait, attendez, ne vous inquiétez pas, on a compris. Thierry y était encore avec Laurent Gabademi, je crois, la semaine dernière, au ministère de la Santé, au ministère des Sports. Donc voilà, hier on a reçu le texto, ça a été signé, donc il n'y aura plus besoin de passer d'électrocardiogramme. Thierry Armerel, peut-être, président de la commission médicale. Oui, nous étions conscients que c'était un gros écueil donc, à la signature des licences pour les jeunes, les premières filiations après 12 ans. Donc ça fait un an qu'avec le président, nous nous battons contre cet arrêté et nous avons fini par avoir, à force de bataille à la fois scientifique, médicale et un petit peu de lobbying politique, nous avons réussi donc à avoir cet arrêté et notre souhait c'était de l'avoir pour pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui. Ben voilà, c'est fait et nous en sommes très contents. C'était bien. Mais ça nous a fait énormément de mal, hein, on en est conscient. Et notamment à l'école. Notamment à l'école où j'ai vu beaucoup de professeurs d'éducation physique qui m'ont dit ben, nous on n'a plus monté d'équipe à cause de cela. Quoi. Donc on sait que pendant un an ça a été difficile. Hein. Jean-Claude Prouzet, Agen. Il y avait un engagement de campagne pour la limitation des joueurs étrangers de manière à donner davantage de temps de jeu à nos jeunes. Où est-ce qu'on en est? Donc, effectivement, ça c'est un élément de campagne, mais c'est la Ligue nationale de rugby qui maîtrise cela. Donc, et si, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Je le répète, c'est comme sur les indemnités de formation. La Ligue avait déjà travaillé, la Ligue nationale de rugby. Aujourd'hui, on confond. Quand on dit la Ligue, on ne sait plus. La LNR travaillait déjà sur la limitation du nombre de joueurs étrangers. Je crois nous sommes à 16 et que ça va passer à 17 l'année prochaine ou dans 2 ans. Enfin, c'est récent. Ça veut dire, encore une fois, que 75% de joueurs seront français sur les feuilles de 23 joueurs, sur les feuilles de match. Alors c'est sur l'accumulation de la saison. Mais le constat de ça, c'est quoi? C'était déjà monté d'année en année. 25% de joueurs de moins de 20 ans, en plus, ont joué la saison dernière. Ça montre bien que c'est une évolution qui fait que nos jeunes jouent. Et si nous sommes champions du monde avec nos jeunes, quand on regarde, il y a 7 ou 8 jeunes qui ont fait entre 10 et 15 feuilles de match en top 14 et en Pro D2. Clément Laporte, le premier chez vous, à Agen. À cela, le fait, encore une fois, la limitation du nombre de joueurs étrangers. Et la deuxième chose, et ça nous l'attribuons nous, c'est la suppression du pôle France. Quand je dis la suppression du pôle France, ça ne veut pas dire qu'on ne travaillait pas bien. Mais moi, je l'ai vécu en tant qu'entraîneur à Toulon, où j'avais ces jeunes qui repartaient à Marcoussis et qui pleuraient, qui me disaient, mais Bernard, tu te rends compte ce qu'on m'enlève? Il y a Wilkinson, il y a Gito, il y a Mahanonou, et je ne peux pas m'entraîner avec eux. Et on me demande de remonter à Marcoussis. J'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment on peut penser à l'envers? Et ces gamins, en s'entraînant et en faisant démêler les piliers avec des gens qui sont internationaux, vous comprenez bien qu'ils progressent plus qu'en faisant démêler entre eux. Enfin, je veux dire, c'est une palissade, ce que je dis. Donc ça a donné confiance à ces jeunes. Et moi, je les voyais dans les vestiaires avant le match ou la veille, et quand tu regardes parler à Bamba ou à Clément Laporte, ils avaient une confiance énorme. C'est des mecs qui avaient joué au top 14. Ça ne leur posait pas de problème de jouer contre la Nouvelle-Zélande des moins de 20 ans, quoi. Oui, mais je parle de l'élite. Mais la limitation sur le monde amateur, elle existe aussi. Hein. Elle existe aussi, c'est clair. Hein. Elle était faite, Thierry, elle était de 6, je crois.
Oui, je peux compléter, Bernard, Bien sûr. si tu me permets, mais Bien sûr. ça a été voté l'année dernière, hein, pour mémoire quand même. Les mesures ont été prises jusqu'en 2020, puisque le nombre d'étrangers dans le rugby amateur, d'abord déjà dès la première année, c'est instantané, puisqu'on limitait à 6 et à 4, enfin à 6 en Fédéral 1 et à 4 en Fédéral 2 et Fédéral 3, avec des mouvements dégressifs. On passe à 5 cette saison et à 3, et on va arriver à un rythme à 4 en Fédéral 1 en 2020 et à 2 en Fédéral 2 et en Fédéral 3. Je pense qu'on ne peut pas aller en delà de ça. Je crois que c'est déjà énorme. Énorme. Moi, j'ai souvenir des clubs, quand on a pris, qui avaient 17, 18, 19, 20 étrangers en Fédéral 1. Il y avait 44% d'étrangers dans la Fédéral 1. Aujourd'hui, on est en dessous de 25%. Voilà. Donc ça veut dire qu'avec les années qui vont arriver, on va être allègrement en dessous de 15 voire 10% d'étrangers sur le rugby fédéral. Je pense qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Ils ont aussi le droit de jouer, mais on l'a limité. Et aujourd'hui, cette limite marche. On pensait ne pas trouver les solutions. Et effectivement, les solutions, on les a trouvées. On n'a qu'à voir le nombre de jeunes de moins de 23 ans qui montent en équipe première dans les équipes fédérales, et on comprendra très vite que le choix s'est porté sur la formation des clubs et non plus sur les étrangers. Une question là-bas. On parle peu de rugby féminin, hein. Je ne veux pas dire. Merci. Denis Pégase, président du CD La Savoie. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir de voir un jour rejoindre les licenciés touch rugby, licenciés à la FFR? Christian va répondre. C'était une grande discussion parce que moi j'ai vu le président de touch rugby dans un café, on a pris un café ensemble les jours à Paris, c'est compliqué quand même. Enfin, Christian maîtrise mieux le sujet, il va vous répondre. Oui, alors sur le sujet, les choses, elles sont pas simples pour deux raisons. Il y a un contexte, j'allais dire, administratif, puisqu'aujourd'hui, le problème de touch rugby en France, c'est que ce n'est pas une fédération, c'est une association, alors qu'au niveau international, il y a une fédération de touch rugby. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point après, c'est la cohabitation, qui est quelquefois un peu compliquée. Aujourd'hui, on est en pourparlers avec Touch Rugby, et notamment le dossier, il est chez Didier, pour voir quel peut être l'intérêt de la Fédération française de rugby à ouvrir ses portes, et notamment sur la formation, à une pratique de touch. C'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à se déterminer. Après, c'est la finalité après. Quelle est la demande de touch? C'est vrai qu'ils sont dans de la difficulté parce qu'ils n'ont pas de terrain, parce que ce n'est pas une fédération et qu'ils ont des difficultés pour fonctionner. Mais on a préféré, nous, aborder le problème, j'allais dire, par le biais de la formation, et on avance pas mal en termes de formation et de solutions à proposer avec la DTN. Parce qu'on pense qu'à quelque part, et le président est aussi d'accord avec ça, que la culture de touch pour un joueur ou une joueuse est sans doute très très intéressante dans le développement de la technique individuelle. Et on est en train de travailler là-dessus pour établir des passerelles. Alors après, ça avance, ça aboutira sans doute à une solution qui satisfera et eux et nous. Après, il faut relativiser les choses, hein. Touch Rugby, c'est 400 licenciés en France. C'est pas non plus, nous, on ne va pas faire ça pour faire des licenciés. Eux, ça ne va pas leur changer la vie, mais on avance à ce rythme-là pour que ça serve vraiment nous, et je suis persuadé, et quand on voit le niveau du rugby à 7, et je pense que Christophe, qui est par là, serait peut-être le plus habilité à en parler, c'est vrai qu'on s'aperçoit que des équipes comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui ont une vraie culture de touch, mais ont des équipes à 7, de par leur technique individuelle, qui est beaucoup plus conséquente. Mais il y a les deux parties qu'il faut bien intégrer. Mais encore une fois, relativisons, hein, c'est 400 licenciés sur la France, mais on ne les rejette pas, on essaye de travailler avec eux. Je peux, tant que j'ai le micro, François? Oui. Ouais, c'est le bon angle. Ici. Je ne vois plus. Voilà. Ouais. Bernard Pujol de la Haute-Garonne. Bernard, on est un peu en vrac. J'aimerais revenir sur le 7. Dont on parlait il y a 10 minutes encore, sans polémique ni jugement de valeur. Notre développement dans le rugby passera par la télévision et ce qu'on en montrera. C'est comme ça.
C'est comme ça que les jeunes se construisent et c'est une bonne chose. Ce que l'on peut constater, et je mesure bien mes propos, il n'y a ni injure, ni... Bon. On constate quoi quand on regarde du 7? C'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'a pas forcément les meilleures ressources et les joueurs de talent que les enfants ont envie de voir. Il n'y aura pas les posters dans les chambres. Et ce n'est pas une injure, hein, je le redis souvent, parce que je ne voudrais pas que des gens soient gênés ou quoi que ce soit. Moi, il me semble, et la question, je te la pose, c'est un sport olympique qui est international, interplanétaire, et que si on ne se sert pas de ce vecteur pour amener les filles, les garçons, vers ce qui voit la télé, qui est virevoltant, qui est rapide, qui est pompon girl, qui est aussi un attrait, qu'attend-on pour, et comment faut-il faire, pour que nos stars ou nos talents du 15, pour en parler, viennent vite renforcer et faire que notre place dans ce rugby ne soit pas celle qu'actuellement on constate et que bien souvent on déplore. Alors, tu as dit une chose essentielle, c'est que c'est devenu sport olympique. Et quand on est à la tête d'une fédération, on se dit, il faut être bon aux Jeux olympiques. Donc on doit effectivement prendre en compte cela. Dire qu'aujourd'hui, on est loin des meilleurs, oui, c'est un constat que l'on fait. Nous voulions, la fédération, organiser... D'abord, on a imposé chez les jeunes, je dis chez tous les jeunes, des séances de rugby à 7. Alors je ne sais plus combien, Didier le dirait mieux que moi, ou Thierry, combien de week-ends c'est, mais tous les jeunes joueront à 7. Ça, c'est clair. Il n'y a pas un club qui pourra dire non, mes gamins ils ne jouent pas à 7. C'est plus possible, ça. Il y aura des tournois organisés, ils viendront tous. Ça nous permettra d'abord de tous les voir et de pouvoir détecter. Ça, c'est la première des choses. C'est créer tout simplement une filière de haut niveau. Voir le maximum, détecter, faire des stages et amener les meilleurs vers nos équipes de France. Parce que c'est un sport olympique, effectivement. Et c'est donc très important. La deuxième chose, on voulait organiser au niveau des seniors, nous, la fédération, un championnat à 7. Dans la convention que Serge et d'autres camarades ont menée avec la Ligue, avec la LNR, pardon, la LNR nous a demandé à organiser, eux, une compétition à 7. Ils ont les joueurs, puisqu'ils viennent du 15. Donc nous, on a dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc la LNR s'est engagée à créer un championnat à 7 avec les clubs professionnels. Ce qui, effectivement, va nous permettre de voir les meilleurs à 15, même si ce n'est pas le même sport, et que tout le monde à 15 ne peut pas nécessairement jouer à 7, mais certains peuvent, c'est clair. Donc, oui, la volonté de développer, elle existe, elle est réelle, ça c'est clair. Après, la deuxième chose que je disais, c'est que Christophe Reid qui est là, en charge de toutes les équipes de France à 7, on a demandé à la Ligue nationale de rugby, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que chaque club donne 2 joueurs par an et que le sélectionneur ait le droit d'en prendre qu'un sur les 2 à chaque tournoi, de décembre, de janvier, de février, parce que les tournois, ils sont à cette période-là, pour avoir effectivement les meilleurs qui y jouent. C'est ça le but de cette rue. Alors, c'était difficile pour la Ligue, pour la LNR, de prendre cette décision pour l'année qui vient. J'espère que sur les années qui viendront, on pourra dégager cette plage, tout au moins ces joueurs et ces plages de libération, pour pouvoir avoir nos meilleures équipes pour effectivement monter d'un cran le niveau de notre équipe de France. C'est une évidence. Alors, sachez qu'il y a la règle, ce qu'on appelle la règle 9 de World Rugby, qui existe l'année qui précède les Jeux Olympiques, ce qui veut dire que durant cette année-là, le sélectionneur, il prend les joueurs qu'il veut et les clubs sont obligés de libérer les joueurs. C'est la règle 9 comme à 15. Mais c'est l'année qui précède les Jeux Olympiques. Alors effectivement, on sait, comme dans tous les sports, si on veut grandir, il faut que les gens y jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup et tout. Voilà. Donc, sois persuadé que notre volonté, et la volonté de la Ligue aussi, de la LNR existe, faire en sorte qu'on ait, avec en ligne de mire 2024. Il ne faut pas se le cacher. Oui. Si je peux compléter la réponse du président. C'est effectivement un sport qui a un succès planétaire, interplanétaire, je ne sais pas quand même. Hein. Mais ça ne saurait tarder, effectivement. Bernard vient de dire qu'on a dans les discussions que nous avons eues avec la Ligue nationale de rugby, parce que le constat est facile à faire et un peu trop simpliste, mais quand même, je crois que ce n'est pas dénué de bon sens, ce que je vais dire, c'est qu'on performe chez les filles, vous savez, elles sont 3e sur le ranking mondial, c'est pas rien, et on espère qu'à San Francisco, pour la Coupe du Monde, qui aura lieu fin juillet, elles fassent un très bon résultat, voire un très très bon résultat.
Sur les garçons, c'est un peu plus difficile. Il y a certainement beaucoup de raisons. Mais il y en a une évidente, comme le dit Bernard, c'est que les meilleurs joueurs à 15, jouant en France, et pour la France, ne jouent pas à 7. Il y a un plafond de verre culturel dans notre nation que nous n'arrivons pas à dépasser, où les meilleurs vont au 15. Et je pense que ça, culturellement, c'est quelque chose qui va mettre du temps à changer. Dans d'autres pays, c'est plus simple. Les passerelles sont beaucoup plus évidentes, voire même il y a une priorité au 7. Je pense au Kenya, je pense à des pays qui brillent au 7 et moins à 15. Ils n'ont pas ce plafond de verre. Bernard a dit, dans la discussion qu'on a avec la Ligue, ça y est, on va dire, les chevaux sont lâchés. La compétition professionnelle à 7 en France va se structurer sur les années à venir. Ce qui, évidemment, va développer une attraction pour les joueurs dans cette compétition. C'est un premier point. Mais à très court terme, et je complète ce que dit Bernard, dès la saison prochaine, et j'ai une réunion pas plus tard que tout à l'heure à 18h30 avec le président de la Ligue, avec Christophe Rey qui est descendu pour ça, pour savoir si... Enfin, pas pour savoir, nous leur avons demandé, dès l'année prochaine, cette mise à disposition de 2 joueurs par club du top 14 pour ce qu'on appelle le World 7 Series, c'est-à-dire le tournoi international, chez les garçons. Ça veut dire que dès la saison prochaine, 2 joueurs par club professionnel, ça fait un réservoir de 60 joueurs, hein, puisque c'est top 14 et Pro D2. 60 joueurs professionnels qui seraient ciblés 7, que les entraîneurs de l'équipe de France à 7 pourraient sélectionner pour les étapes du World 7 Series. Il est évident qu'a priori, on va avoir une élévation du niveau de la mer immédiate. Si on arrive à tomber sur un accord, mais comme le dit le président, on a un parachute, c'est la règle 9 de World Rugby, c'est que si on ne trouve pas un accord, en fait, on a le droit de prendre qui on veut. Alors, on préfère un accord et une bonne entente, puisqu'aujourd'hui, les relations sont plutôt sous ce climat-là, plutôt que d'imposer la règle 9 de World Rugby, et je vous dis sincèrement, il n'en est pas question, mais dès la saison prochaine, vous allez, si vous vous intéressez au 7, vous allez voir des joueurs du top 14 jouer dans l'équipe de France à 7, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Et pour l'avoir vécu en tant qu'entraîneur à Toulon, un coup je lâchais Josh Tuzova qui partait avec les Fidji, un coup on lâchait Brian Abana qui partait avec l'Afrique du Sud, c'est pas un problème. Quand tu fais partie des 6-7 meilleures équipes de France, avec le réservoir que tu as, au contraire, de temps en temps, voilà, ça leur permet de repartir et de jouer alors qu'ils auraient été ou remplaçants ou au repos. Donc c'est pour gérer, parce que je me mets à la place de l'entraîneur, sincèrement, ce n'est pas une difficulté. Une question ici, Bernard. Bonjour Président. Donc Jacques Le Gouvet, responsable des épreuves Pays de la Loire, mais aussi licencié d'un tout petit club de 4e série qui reprend une activité cette année. Il se fait que l'année dernière, dans notre comité, nous avons 2 petits clubs, comme on dit, qui ont mis les 2 genoux à terre. Et j'avais réfléchi et je me suis fait porteur d'une demande. Et je vois Thierry Mury en face de moi, nous en avions parlé lors d'une commission. Elle n'a pas été suivie cette année, mais je vais renouveler ma demande de mise en place d'une assistance, j'ai appelé ça moi une assistance sportive à ces clubs-là, pour éviter qu'effectivement qu'ils mettent les 2 genoux à terre, voire qu'ils disparaissent, voire qu'ils se laissent aller au rugby loisir. Je n'en ai rien contre, mais c'est souvent une porte et c'est malheureusement souvent un échappatoire dans lequel on ne revient pas en marche arrière. Et donc, moi, je souhaite que soit revue la demande que j'avais faite, qui était appuyée sur la disposition de l'article, je ne sais plus combien, mais jouer dans 2 associations, où le tutorat, qui a été élargi cette année à 25 ans. Mais en fait, les clubs, les joueurs qui peuvent aller apporter un soutien à un petit club, ce ne sont pas les joueurs de 25 ans, parce qu'en général, ils sont quand même dans les équipiers premiers du club de base. Ce sont plutôt, à la limite, des plus de 35 ans. Et ce que permettait le tutorat avant n'est plus possible avec cette règle-là. Je pense qu'il faudrait regarder ça, parce que moi, j'ai appelé ça de l'assistance sportive pour éviter que ces petits clubs-là disparaissent. Et j'avais noté, avec une lecture pas toujours mise en avant, que nous n'étions pas le seul comité à avoir ce problème-là.
Oui, vas-y. Oui, alors je t'avais répondu, effectivement. Alors la possibilité, vous l'avez, et tu le sais très bien. Ce que vous ne pouvez pas, c'est dans une même catégorie de compétition. Ce qui semble être un petit peu logique et qui est très difficile à faire admettre après. Un club de 4e série, vous faites jouer des joueurs en double licence qui va jouer contre notre club de 4e série. Et le dimanche d'après, ils retrouvent les mêmes joueurs exactement dans une autre équipe qui va être opposée. C'est très compliqué à faire accepter. En fait, c'était un petit peu ça l'idée. Hein, c'est ça ? Bon, on ne va pas obligatoirement ouvrir tout le débat là, mais je dirais, j'ai bien compris ça, Monsieur le Président. La différence qu'il y a, c'est que nous entendions que cette disposition soit prise dans un contrat avec le club, les clubs participants et le comité, mais un contrat pris dans le temps d'une année ou de 2 années, qui faisait que pendant si ce contrat-là était mis en place, le club ne pouvait ni être qualifié, c'était simplement pour éviter de mettre un genou à terre et de disparaître. Mais donc nous pensons bien qu'effectivement, ça ne peut pas être une disposition généralisée qui va faire que tout le monde va s'y mettre, quoi. Je dirais que c'était quelque chose de bien encadré. Alors une question, pourquoi vous ne faites pas une entente ? Est-ce qu'on peut? Enfin, alors là, bien sûr. Là, vous non, mais vous avez toujours pu faire des ententes. Entre deux clubs du même niveau. Dans le cas évoqué, ce n'est pas du tout ce que tu m'as proposé comme modification. Ce que tu m'as proposé comme modification, c'est d'avoir 2 clubs de 4e série qui jouent dans des équipes différentes avec des joueurs qui peuvent allègrement circuler d'une équipe à l'autre. Vous comprenez que c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais en termes d'éthique sportive, c'est pas possible. On en reparlera, mais on ne s'est pas compris. Mais par contre, le rassemblement, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de clubs en rassemblement, et heureusement. Même sur des équipes seniors. Hein. Vous avez aujourd'hui des clubs qui portent le nom de 3 anciens clubs nominativement. Donc vous pouvez faire des rassemblements. Okay. Et dans ce cas-là, effectivement, mailler 2 clubs de 4e série, voire 3, pour qu'ils existent et qu'il y ait une existence, ben oui, bien sûr, au contraire. Bien sûr que ça existe, et ça existe déjà. Bon, ben, je vais creuser la chose, excuse-moi. Voilà, je t'en prie. Et ça existe même avec des clubs qui ne sont pas au même niveau. Hein. C'est-à-dire un club de 4e série peut s'entendre avec un club de 3e ou 2e série. L'entente, elle peut exister. Suite à l'expérimentation qu'il y a eu dans les Pays de Loire avec justement la mise en place des CTC, on a dans le département de la Mayenne, qui est un département très rural, un club qui se posait chaque année la question de pouvoir redémarrer, qui grâce à l'accompagnement du CTC, donc ça a reboosté le club, ça a reboosté les dirigeants, et c'est un club qui a eu pas mal de licenciés en plus en fin de saison. Donc l'accompagnement du club par un technicien qui vient aussi les aider sur le projet, c'est aussi une aide qui sera importante. Question sur la gauche. Bonsoir. Bernard. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, messieurs les dirigeants de tous les clubs. Attendez, excusez-moi, j'ai failli dans mon rôle de modérateur. Excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Voilà. Henri. Je vais être très bref pour répondre à notre ami. Statutairement, réglementairement, il y aura toujours des solutions. Elles existent dans nos statuts, nos règlements, et parfois, on pourrait dire, rajouter malheureusement. Parce que ce que tu dis est limpide dans l'efficacité de laisser du temps de jeu à nos joueurs, mais parfois on a vu que des rassemblements n'étaient pas si judicieux que cela sur le thème sportif. C'est pour ça que nous avons réglementé au fil des années et peu importe maintenant ce qu'il arrive. Nous, on défend plutôt l'idée du projet. Quand ton club est en difficulté, quel projet il a mis en place ? On sait que demain, il y a le CTC qui va venir appuyer sur le plan sportif et peut-être un peu plus. Mais il faut espérer que dans ton département, on t'accompagne tant sur le plan administratif que financier et qu'économiquement. Il y a des statuts qui existent, mais il y a aussi des logiciels comptables, parce que parfois on voit qu'un club a mis un genou à terre, voire 2, puis tout le corps, parce que tout simplement la gestion économique du club n'a pas été faite comme on pourrait l'espérer. Donc il faut arriver vraiment à cet appel à projet, à ce conventionnement entre le club et le comité départemental dans son bassin, avec la Ligue et avec la fédération, pour éviter ce genre de choses. Après, le risque zéro n'existera jamais. Jamais.
parfois, il y a des gens qui ont vécu une décennie de grand bonheur et puis ils ont besoin de souffler. Et est-ce que c'est grave? Dans la mesure où la liberté est donnée aux joueurs de pouvoir muter et aller se réaliser ailleurs comme des dirigeants. Mais je crois que la prévention, c'est vraiment le projet du club, son accompagnement et aller sur les 3 thématiques administratives, économiques et sportives. Monsieur. C'est bon, excusez-moi pour tout à l'heure, je vous ai coupé. Non. Donc, Monsieur le Président, Monsieur les dirigeants et Madame les dirigeantes, je représente Trignac, donc club de fédéral 3. Moi, j'ai une question par rapport au début du championnat, donc qui va se passer les premiers matchs au 9 septembre. Aujourd'hui, on est fin juin, et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont trouver la problématique, notamment des licences, pour pouvoir mettre une équipe sur la feuille de match en temps et en heure, alors qu'on va rentrer dans une période de vacances. Nous sommes un club amateur et c'est très problématique. Et il y a un dirigeant qui disait tout à l'heure qu'on est en mal de bénévoles et aujourd'hui c'est effectivement un gros souci pour nous. Donc est-ce que, fut un temps quand j'étais jeune, on avait une dérogation dans nos licences où la licence de l'année d'avant se terminait fin octobre, ce qui nous laissait un peu plus d'oxygène pour voilà, se préparer un peu plus sérieusement pour respecter vos demandes. Voilà. Non, je voulais juste répondre par rapport aux licences, moi. Je ne pense pas que maintenant, avec la nouvelle application qui a été mise en place, il va y avoir une problématique des licences, parce qu'auparavant, effectivement, c'était compliqué, parce que pour pouvoir affilier des gens, il fallait se déplacer dans les comités. Aujourd'hui, puisque tu es dirigeant de club, tu sais très bien qu'avec la nouvelle application, ça ne va pas être compliqué. La seule chose qui sera peut-être compliquée, c'est d'envoyer tes joueurs et tes joueurs chez le médecin. Et ça, c'est le travail de tous les dirigeants. Après, pour la date de reprise des compétitions, je vais laisser la parole à Thierry, mais on ne peut pas entendre qu'aujourd'hui, la partie administrative s'est alourdie. Au contraire, elle s'est beaucoup allégée sur les traitements. Je vais rebondir sur le calendrier, puisque je l'ai exposé hier en comité directeur, et le pourquoi du 9 septembre. Pourquoi le choix du 9 septembre? Parce que quand vous regardez le calendrier, il est paru hier, regardez l'intensité du calendrier, on ne peut pas tout avoir. Je veux dire quoi? Je veux dire que vous souhaitez jouer quand il fait beau. Aux dernières nouvelles, il fait beau en septembre, en octobre, au mois de janvier, au mois de février, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Non. Ok. Vous souhaitez ne pas jouer pendant les périodes scolaires parce que c'est compliqué, vous n'avez pas les joueurs. Vous souhaitez... Attendez, je vous dis la majorité de ce qui se passe et ce qui n'est qu'une réalité. Vous ne souhaitez pas jouer pendant le tournoi parce que vous voulez des phases où c'est un peu plus décalé. J'ai eu d'autres propositions de calendrier où on m'a proposé de commencer le 16, voire le 22 septembre, d'accord? Sauf que dans ces calendriers, vous jouiez le 23 décembre. Donc je pense que si je vous présente ça, ça va être très compliqué pour vos clubs et vous allez tous crier à l'assassin que ça ne va pas. Et surtout, vous oubliez quelque chose. Vous oubliez que dans les calendriers, plus vous les resserrez, moins vous avez de dates de repli. Donc, où on devient, entre guillemets, ce que fait le foot, eux, ils ont réglé la solution. Vous ne pouvez pas recevoir, vous avez match perdu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase de repli. Et vous souhaitez des phases de repli. Moi, j'y suis favorable. La fédération y est favorable. C'est culturel chez nous d'avoir des phases de repli. Sauf qu'elles ont déjà été réduites sur un calendrier très poussé à 3 phases de repli, 1 sur la phase aller et 2 sur la phase retour. Et pour finir, vous souhaitez toujours avoir des phases finales aller-retour qui commencent en Fédéral 3 sur la 32e. Donc quand vous mettez un calendrier, cette année, je vous précise que vous commencez le 9 septembre et les finalistes finissent le 23 juin. Donc dans les poules classiques, avec un calendrier, je vous le répète, très serré, je vous conseille de le regarder, vous finissez, pour ceux qui ne sont pas qualifiés, fin avril. J'entends bien, je vous en remercie. Ma question n'était pas du tout posée, le pourquoi du calendrier. C'est une grosse problématique plutôt administrative. Alors effectivement, on met aujourd'hui, comme monsieur a dit tout à l'heure, a dit qu'il y a la modernité des mails et des demandes effectivement par Internet. C'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui on rentre effectivement dans une situation où on est donc un club amateur avec des bénévoles qui sont évidemment bénévoles, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, qui vont partir en vacances. Et mois de juillet, mois d'août, je peux vous garantir que dans nos clubs, c'est hyper compliqué pour mettre sur une feuille de match 23 joueurs. C'est même pas 23 matchs. Et surtout, nous n'aurons pas la possibilité de faire de matchs amicaux avant le début du championnat. Sincèrement, ça, c'est problématique pour nous. Ce n'est pas le problème du calendrier, on est bien d'accord, hein. C'est tout. Non, mais j'ai bien compris que ce n'était pas le problème de calendrier. Alors, au niveau d'administratif, pour essayer d'être clair et plutôt pragmatique. Et
Patrick en a parlé. Les réaffiliations les années précédentes, c'était compliqué. Parce qu'il fallait refaire sans arrêt les mêmes papiers, il fallait les porter au comité, c'était validé au compte-gouttes, etc. On avait bien compris ça. L'année dernière, on a mis en place Ovalie 2, avec un système qui, malgré les difficultés qu'on a eues, a été, de l'avis des clubs, plutôt une réussite. Quelle est notre situation aujourd'hui sur les réaffiliations? Et on parle bien là des bénévoles dans les clubs. Hein, parce qu'avant, effectivement, il y avait des bénévoles dans les clubs qui passaient juillet-août à faire ou à chercher ces papiers. Je vais vous donner un chiffre. L'année dernière, la dernière semaine d'août, on était à 56 000 demandes d'affiliation pour la saison à venir dans Ovalie 2. À la date d'hier, on était à 103 000 demandes de réaffiliation qui sont déjà dans la machine. Donc cet argument-là ne peut plus être considéré. Pourquoi? Parce que les bénévoles ne font plus la quête au papier, les bénévoles n'ont plus allé au comité, et je constate et j'accepte la remarque qu'on m'a faite l'année dernière, c'est qu'effectivement, ces bénévoles-là qui n'allaient plus chercher les papiers, qui n'allaient plus au comité, ont passé en équivalent de temps au moins autant de temps pour comprendre le fonctionnement et rentrer dans la bécane. Cette étape-là, elle est terminée. Donc aujourd'hui, je pense que dans n'importe quel club, et avec tout le respect que j'ai pour les bénévoles, en ce qui concerne les affiliations, on ne doit plus avoir de problème, et je veux même être extrémiste, pour commencer les compétitions le 1er septembre. On devrait pouvoir le faire. Et pourquoi, je vais vous dire, l'intérêt de réaffilier tout de suite à cette période-là aujourd'hui, elle a une importance considérable sur l'affiliation des jeunes. Et ça, Bernard en parlait pour le hand tout à l'heure, le hand, ça fait une dizaine d'années où les gamins se réaffilient en juin. Et un gamin qui se réaffilie en juin, c'est un gamin que vous conservez. Aujourd'hui, dans la notion de zapping qu'ont les jeunes, si le gamin il n'est pas affilié en juin, il peut changer 3 fois d'idée avant de choisir le sport qu'il fait en septembre. Et aujourd'hui, on a des clubs qui travaillent dans ce sens-là et ça fonctionne plutôt bien. Ça reste un peu contraignant. Je pense qu'on a rempli le cahier des charges sur lequel on s'était engagé, c'est-à-dire la simplification. Et puis après, on rejoint la problématique de Thierry sur la date des matchs. Mais je pense que Trignac, vous êtes en 3e division, si... Fédéral 3, oui, Fédéral 3. Fédéral 3, vous devez pouvoir affilier vos joueurs pour jouer des matchs amicaux avec des licences, sans faire passer ces matchs amicaux sur des entraînements dirigés sans licence. Où là, vous prenez, certains dirigeants, un risque considérable. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont souri à l'intérieur de la salle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés et qui connaissent bien ce problème. Mais on va continuer à essayer d'avancer. Merci en tout cas. S'il vous plaît. Monsieur, oui. c'est le... toujours sur le même thème, Christian Mogar, USK en Limoux. Je voudrais recadrer le phénomène sur le plan sportif. J'ai bien compris l'explication administrative, on est bien d'accord. Par contre, j'ai écouté ce qu'a dit Thierry Muri au niveau des dates, mais je reste persuadé. D'ailleurs, lors de la dernière Assemblée générale de la Ligue d'Occitanie, on avait déposé une motion là-dessus, parce qu'on avait beaucoup discuté, les présidents de clubs de fédéral. Si on commence le 9 septembre, Thierry, je comprends ton argumentaire. Il faut savoir que la tradition dans le monde des préparateurs, des entraîneurs et tout, c'est de commencer les entraînements à peu près 6 semaines avant. Donc il nous faut commencer les entraînements au mois de juillet. Il se pratique, pas partout, mais en règle générale, à peu près, si possible, au niveau fédéral, en 2 et en 3 surtout, un stage et une paire de matchs amicaux. Ça fait faire des matchs amicaux le 18 août, ou le premier stage. Voilà. Donc, il me semble que sportivement, ça va mener du déchet et on n'ira pas obligatoirement vers une bonne préparation du début de saison. Et je reste persuadé, Thierry, je reste persuadé, ma question s'arrêtera là, et qu'on peut gagner une date. Je l'ai un peu regardé, j'ai un peu l'habitude. Je pense qu'au niveau du 16, aller jusqu'au 16, je pense que sans faire de grands dégâts dans les fêtes de famille, et même dans les espaces, on peut y arriver. Et comme je me suis rendu compte qu'on était dans un week-end de rétropédalage, je repose ma question fortement. Oui,
Oui, mais Christian, il n'y a que Kian qui le demande. Il n'y a que Kian qui le demande, ça ne fait pas l'unanimité, Kian. Non, mais alors Christian, je vais te répondre, puisque tu m'interpelles, avec plaisir. Moi, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, je suis prêt à tout et à tout discuter. À partir du moment où vous acceptez qu'il faut faire d'autres sacrifices, parce que le calendrier, je vous le répète, parce que dans tous les éléments que je vous ai donnés entre les vacances et tout ce que vous souhaitez, il y a aussi un élément, c'est que vous ne voulez pas faire des blocs de matchs importants. C'est-à-dire que faire un bloc de 4 matchs et refaire des blocs de 4 matchs derrière, vous le refusez. Donc, je vous propose, et faites l'exercice, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Effectivement, on peut toujours trouver une date, je suis d'accord, mais il faut sacrifier ou des dates de repli ou des dates de phase finale. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir, pour trouver des dates, et que vos joueurs, parce que c'est quand même ce que vous mettez toujours en avant, la sécurité de vos joueurs, ils enchaînent trop de matchs, c'est trop compliqué. Vous avez souhaité des poules à 12, rappelez-vous, Christian, rappelez-vous quand vous avez souhaité les poules à 12, je vous avais tiré un signal d'alarme en disant attention, les poules à 12, ça fournit, mais il y a un risque derrière qui est une intensité d'une saison et une intensité de risque d'enchaînement des matchs. On a supprimé les jours où vous étiez en repos. On a supprimé le fait que vous pouviez reporter ces matchs sur ces dates de repos, parce que sinon, je le répète, Christian, la première année, rappelle-toi, des clubs ont enchaîné des blocs de 7 matchs. C'est pas possible, et encore moins en Fédéral 3 ou Fédéral 2. Donc, voilà, la vraie question, c'est ça. Mais moi, je suis très open. À partir du moment où on dit, est-ce qu'on donne, parce que vous refusez les péréquations, qui est une formule très injuste, mais à un moment, quand on ne peut pas faire rejouer les matchs et qu'on n'a plus de date disponible, il faut bien trouver des solutions. Donc, et notre calendrier n'est pas extensible. Voilà, c'est la vraie question, Christian. Et, oui. Mais je te la pose. Par contre, aussi, non mais je comprends hein, les explications, mais si tu y avait peut-être 5 minutes tout à l'heure, qu'on jette juste un petit coup d'œil sur le calendrier, comme l'Assemblée Générale n'est que demain. Attention, attention. Le calendrier, il a été voté par le comité directeur. Ça ne changera pas pour cette année. Par contre, je suis très ouvert pour 2019-2020. Faites-moi des propositions de calendrier qui soient concrètes en incluant tout ce que je suis en train de vous dire. Et on le fait. Quand la Ligue d'Occitanie a fait une motion, à ma connaissance, il n'y a pas eu de réponse. Ah ben écoute, moi je te garantis que si je prends par exemple les clubs de Fédéral 1 qu'on avait consultés... Par contre, pour rester sur le plan de la sécurité, je ne suis pas sûr, en dehors des blocs et tout ce qu'on veut, je ne suis pas sûr que quand on commence très tôt, beaucoup de joueurs n'auront pas eu le temps de s'entraîner parce qu'il y a les familles, il y a les vacances, et ils ne peuvent pas. Et j'ai bien peur qu'on prenne des risques début septembre parce que les gens n'auront pas fait la préparation voulue. Et ce n'est pas parce que les gens n'auront pas eu le temps, c'est parce qu'on a trop avancé la date. C'est à chaque argument, Thierry... Oui, Christian, la solution idéale n'existe pas. Je le sais. Il y a des contraintes à chaque solution, je le sais, à chaque proposition. Mais je voulais l'exposer quand même. Mais médicalement, on en reparlera. Oui, Jean-Loup Dujardin, Gennevilliers, Île-de-France. Moi, je vais poser 3 questions pour le prix d'une. La première, c'est on a assisté en fait cette année au déclin d'un certain nombre de clubs pour des problématiques de gestion financière qui ont été abordées tout à l'heure. Ne serait-il pas possible d'envisager, avec une réflexion un petit peu pointue, de faire une charte de bonne conduite sur la problématique des masses salariales pour les joueurs? Ça, c'est la première question. Deuxième question, elle s'adresse à mon voisin de droite, à Christian. Quid des négociations avec le FSE? Et troisième question pour le prix d'une. Ce matin, j'ai assisté au débat sur France 2023. On a parlé d'un comité de héritage et on a aussi abordé la problématique de se projeter dès maintenant sur la préparation de 2023, que ce soit au sein des écoles ou que ce soit sur le développement des pratiques du rugby sur l'ensemble du territoire. J'aimerais savoir si effectivement on a programmé un projet qui tienne la distance sur les 5 ans à venir. Alors, je vais répondre à la dernière puisque je suis le président de la commission d'héritage, mais j'ai été nommé il y a 4 jours. Donc, si tu veux, c'est quand même récent. Mais c'est très très bien de s'en préoccuper, je dirais 5 ans ou 6 ans avant la Coupe du Monde. Ça, c'est la première des choses. Donc, dès septembre, nous avons un nouveau, je crois que c'est le 14 ou le 15, un nouveau conseil d'administration. Effectivement, on va proposer une commission autour de moi, et si tu veux en faire partie, ce sera avec grand plaisir. Mais effectivement, je veux que dès maintenant, on mette des plans d'action en termes de notoriété, en termes de communication sur 2023, d'accord ? Même si, n'oublions pas de 2019 non plus pour nos joueurs, parce que c'est vrai que je ne voudrais pas que certains joueurs disent « Oui, mais 2019, ils s'en foutaient, ils ne parlaient que de 2023 », il y a ce risque-là aussi.
et moi je veux qu'on préserve le staff de l'équipe de France et les joueurs, il y a quand même 2019 à jouer. Voilà. Et tant que 2019 n'est pas joué, de toute façon, personne ne pense à 2023, hormis nous. Voilà. Donc cette commission d'héritage, elle est primordiale pour moi. C'est qu'est-ce qu'on va faire exactement en termes de communication jusqu'à la Coupe du Monde et après surtout. Qu'est-ce qu'on va faire de la manne financière, etc., etc. Donc je peux te garantir, je te tiendrai au courant, Jaloux, là-dessus. Sur la Salary Cup. Le Salary Cup. Alors pour la charte de bonne conduite, on en a parlé ce matin. La charte de bonne conduite, pour faire une charte de bonne conduite, faut-il déjà avoir une bonne conduite? Je vais commencer par ça. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, la preuve. Mais je modère mes propos parce que je tiens à préciser, je vais préciser ce matin en réunion, la majorité des clubs sont vertueux. Il ne faut pas se mentir. Hein. On voit que la partie immergée de l'iceberg, où à un moment, on trique les clubs, on les sanctionne, on les renvoie. Ce n'est pas la majorité de nos clubs. Il y a beaucoup de présidents vertueux, il y a beaucoup de présidents qui pensent à leur club, et il y a énormément de présidents, je dirais même énormément, qui sont dans les clous, voilà, qui ne rêvent pas ou qui fantasment pas sur leurs équipes ou sur leur club. Ils sont vertueux, mais il y en a certains, et vous le savez, et malheureusement c'est comme ça, à qui on fait la chasse, parce qu'ils sont en train de polluer un système et ils mettent derrière leur club en difficulté pour des années. Je ne dis pas pour 1 an ou pour 2 ans, ils les mettent pour des années. Parce qu'ils leur mettent un boulet au pied, qui sont des remboursements de dettes, ou alors ils tombent, ils n'existent plus, ils repartent au plus bas, et après reconstruire derrière pour des nouvelles équipes qui arrivent. Alors on entend parler de tout, c'est trop contraignant, les présidents vont arrêter, les présidents ils existent depuis entre 50 et 150 ans, il y a toujours eu des présidents, ça existait avant, il y en a des vertueux, il y en a qui sont moins, il y en a qui arrivent, qui à un moment ont des folies, ils croient qu'ils vont faire, et en 2 ans, ils coulent le club. Enfin, c'est comme ça. Mais la charte de bonne conduite, c'est le rôle de la DNACG. Je suis désolé, c'est un gendarme financier, ça s'appelle comme ça, c'est un gendarme financier. Je répète et je le répète à chaque fois. Dans la DNACG, il y a le mot aide. Mais l'aide, faut-il l'entendre? D'accord? Des clubs nous interpellent, demandent à la DNACG de les aider. Quand on vient les aider et qu'on leur dit ça, vous ne pouvez pas le faire, ils disent ah non, 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 mais moi je fais comme ça. Non, mais on vous dit que vous ne pouvez pas le faire. Mais par contre, oui, non, mais on veut continuer à le faire. Mais messieurs, continuez à le faire. À un moment, on est des gendarmes, mais tant qu'on vous aura. Par contre, dès qu'on vous prend, la sanction, elle arrive. Et ça, c'est rendre vertueux nos clubs. Mais je le répète, nos clubs sont vertueux. Il faut le dire parce que c'est la vérité. Nos clubs sont vertueux. Il y a quelques rêveurs. Eh bien, on essaye de les faire retomber un petit peu de leur nuage. On y arrive, avec difficulté pour certains, et c'est dur, la pilule est dure à passer. Mais je veux quand même vous dire que la fédération, depuis 2 ans, n'a pas perdu, ni en CNOSF, ni en tribunal administratif, sur aucun dossier. Donc ça veut dire qu'à un moment, nos dossiers sont circonstanciés, et quand on sanctionne un club, c'est qu'il y a des vraies raisons de le sanctionner. C'est pas, on ne le fait pas par plaisir. Et croyez-moi, aller au CNOSF, au tribunal administratif, pour le vice-président que je suis, c'est pas agréable. C'est certainement pas agréable. Mais en tout cas, c'est le moyen d'apurer notre système. Et vous verrez que l'idée majeure, c'est que dans 3 ou 4 ans, les URSAF, ils n'aient plus rien à se mettre sous la dent quand ils viennent dans nos clubs. C'est ça l'idée. Hein. Parce que quand ils arrivent, entre eux et maintenant le fisc qui débarque, je vous certifie que c'est eux qui tuent vos clubs. Alors, c'est difficile à passer, la pilule est compliquée, mais en tout cas, on va y arriver. Voilà. Mais la charte de bonne conduite, c'est à nous de la faire appliquer, malheureusement. Et ce matin, il y avait un président qui disait quelque chose de très vrai. Quand on se réunit, on est tous d'accord. Tous, autour de la table, on est tous d'accord. La porte est fermée, chacun repart et est reparti sur ce qu'il avait envie. Et ça, c'est une vraie vérité. Je le vis à chaque réunion. Tout le monde est d'accord, tout le monde est consensuel, sauf que derrière, dès qu'ils sont fermés, ça y est, c'est fini. Mais moi, je ne voulais pas comme ça. En fait, ce n'est pas exactement ce que je voulais. Et il n'a pas compris ce que je voulais lui dire. Si, on a très bien compris. Tu veux continuer comme tu fais. Si tu ne peux plus, tu ne peux plus. Donc, je suis désolé, mais la charte de bonne conduite, c'est nous qui la ferons appliquer. Bien, pour la 3e question, en ce qui concerne la Fédération française des sports d'entreprise. Alors, déjà préciser que ça ne concerne pas forcément l'ensemble du territoire. Il y a surtout 4 ligues, enfin 3 ligues plus exactement, qui sont réellement impactées, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et depuis peu Aura. Alors, quel est le différent que nous avons avec cette fédération? C'est que la Fédération française du sport d'entreprise, dont l'objet est de développer le sport en entreprise, aujourd'hui élargit son champ de compétences et organise des compétitions dans pratiquement tous les sports. Donc cette situation, elle ne pouvait plus exister. Il n'y avait pas eu une action très forte de la fédération jusqu'à présent. Et je me suis engagé au début d'année de régler le problème
rapidement. Donc j'ai pris contact avec le président et le directeur technique national de cette fédération en leur exprimant notre désaccord complet avec leur mode de fonctionnement, et je leur avais laissé jusqu'au mois de juin pour me répondre d'une solution possible. C'est-à-dire le deal que je leur disais, c'est simple, vous vous occupez du sport d'entreprise et nous, la Fédération française de rugby, on est prêt à vous aider. Par contre, si vous n'acceptez pas ça, on va aller au contentieux. Donc on va aller au contentieux, et je vais en informer à la fois le CNOSF, comme je m'y étais engagé, et le ministère des Sports, par courrier, où on va dénoncer un abus et une extension d'objets de fédération qu'il ne peut pas être toléré. Pourquoi? Il ne peut pas être toléré parce qu'ils font du low cost. Ils proposent des licences au rugby à 30 € et ils organisent des compétitions. Alors c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus souples que nous, mais parce qu'ils n'ont aucune contrainte. Mais ça, on ne peut pas le tolérer. Et si on prend la région Île-de-France, par exemple, on peut chiffrer là que sur les chiffres que je vous présenterai demain en Assemblée Générale, mais que vous avez lu dans mon rapport qui est dans l'Info-Congrès, on a 13% de pertes sur le rugby loisir. Sur ces 13% qui représentent pratiquement 3500 licenciés, on a perdu pratiquement 2000 licenciés que sur l'Île-de-France. Donc on ne peut pas l'accepter, ça. Et on ne peut pas accepter non plus qu'aujourd'hui, ils sont en train d'organiser des compétitions féminines. Donc voilà, on va aller au contentieux, on va aller au ministère, on va mettre en place une commission, nous, en interne, et pour que ça corresponde réellement à une réalité, j'ai demandé à Florian Grill, qui est le président de l'Île-de-France, de participer à cette commission, parce que c'est lui qui connaît mieux le terrain, mais on ne lâchera pas. On ne peut pas lâcher, nous, sur le développement du rugby, laisser faire ça à des gens qui font un peu n'importe quoi. Maintenant, vous avez toute l'information, mais c'est quand même centralisé sur l'Île-de-France, Midi-Pyrénées, je crois, Marie-Pierre, et puis Aurac, ça débute en Aura, j'ai vu que Patrick était là. Donc on va avoir une action, et comme ça, on mettra fin à tout ça. Bonjour, Cédric Mallet, je suis le président du rugby club Sifour, le Brusque, dans le Var. Donc j'avais une question à vous poser. Donc, moi je suis jeune président, je suis confronté à un club qui est en renouveau. Et je m'aperçois aujourd'hui que j'ai beaucoup de problématiques à garder mes effectifs. Alors pas mes effectifs au niveau du club, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que j'ai un certain nombre de seniors, des jeunes juniors qui jouent, qui montent de catégorie avec l'âge. Aujourd'hui, je me retrouve avec des jeunes qui ont des fois pas la capacité à pouvoir jouer la première année ou la deuxième année parce que par manque de temps de jeu ou d'expérience, ils sont amenés à rester sur la touche et à un moment à se dégoûter du rugby et arrêter naturellement par le manque de temps de jeu ou par le manque d'intégration dans un groupe du club. Moi, aujourd'hui, ma question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces jeunes? Comment pourrait-on améliorer la flexibilité, que ces jeunes puissent avoir ou trouver du temps de jeu? Alors je dis jeunes, ça peut être des catégories de 16 à 24, 25 ans, des jeunes qui peuvent trouver du temps de jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces jeunes puissent trouver du temps de jeu dans d'autres clubs? Aujourd'hui, je sais qu'il y a déjà des passerelles qui ont été créées, mais qui, je pense que pour moi, sont limitées. J'ai des effectifs qui sont quand même plus conséquents. Et je pense qu'aujourd'hui, avec mon club, j'aurais peut-être la capacité de pouvoir prêter des joueurs à d'autres clubs qui en auraient besoin, notamment des clubs de promotion honneur ou d'honneur, et qui auraient besoin de ces effectifs et qui permettraient de donner du temps de jeu à ces joueurs. Voilà. Déjà, oui, d'abord, ça tu peux le faire, ça c'est la première des choses. Je sais bien. Mais ce qui est important, surtout, là où on perd des joueurs, et tu vas voir où je veux en venir, c'est à 18 ans. Une fois que la catégorie junior, peu importe la catégorie était terminée, ces joueurs qui devaient jouer ou en réserve, etc., on se disait non, ils n'ont pas le niveau, etc. Et souvent, eux se dégoûtaient et arrêtaient. C'est pour cette raison qu'on a prolongé d'un an la catégorie junior. Donc, il y aura 3 années de junior, comme il y avait quand nous jouions, quand nous étions juniors, sauf pour les 2 niveaux d'élite qui sont Krabos et anciennement Balandrade, qui s'appelle National U18. Voilà, ce sont les 2 seules catégories où c'est limité, c'est 16-18 ans. Pour les autres, on monte d'une année, ce qui permet que ces jeunes à 18 ans qui ne sont pas prêts pour jouer dans des réserves, effectivement, même de séries, etc., hop, ils se disent, j'ai encore une année junior, je vais là, et un an, on sait que c'est beaucoup à cet âge-là. Ça, c'est la première chose. Concernant les prêts, tu peux toujours faire des prêts. Toujours, parce que là, sont limités en quantité.
Ah ben oui, mais heureusement, autrement c'est la foire d'Ampogne. Il s'en va, il revient, on en fout un perd 50, c'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a toujours une problématique d'effectifs. Et tu ne peux pas monter 2 équipes plutôt? Non, tu peux pas. Aujourd'hui, après, on est toujours limité, le financier, le nombre de terrains et ainsi de suite. Après, ça, c'est la réalité du terrain. Aujourd'hui, je n'ai pas une mairie qui peut me donner plus de moyens ou ainsi de suite. Donc, je cadre avec déjà ce que j'ai. Donc, aujourd'hui, c'était ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir des clubs qui ont besoin d'effectifs. Parce que c'est peut-être des joueurs que j'aurais peut-être besoin, moi, dans 2 ou 3 ans. Donc, je veux et pourquoi tu leur dis pas d'aller dans d'autres clubs? Au risque de les perdre, de jamais les récupérer. Exactement, tout à fait. Ah ben oui. Ouais. Toi, tu voudrais les prêter, mais les garder, quoi. Une dernière question, on est pressé par le temps, me dit-on. Mais surtout, juste Bernard, peut-être expliquer au club comment faire pour que tu te rentres dans les clubs. Parce qu'il y a quand même une procédure, tu le fais tout au long de la saison. Non, mais j'ai vu beaucoup de présidents de clubs qui me disaient, que ce soit de départements ou de clubs, qui me disaient, mais comment on fait pour vous contacter? Moi, c'est pas compliqué. Vous appelez mon assistante donc à Marcougis, l'assistante du président, qui s'appelle Sylvie Legras, qui est une fille extraordinaire, et vous donnez des dates, et en fonction de cela, effectivement, je vous réponds souvent oui. Souvent, on doit changer de date parce que j'ai d'autres occupations, mais autrement, je viendrai tout le temps, je ne refuserai jamais rien, ça c'est clair. Donc, appelez-la, n'hésitez surtout pas, et ça me permettra encore une fois de venir vous voir. Oui, bonjour Président. Juste là, Bernard. Voilà, Bernard. Pardon. Laurent Francois du club de Villeral, Ligue Nouvelle-Aquitaine. Juste, ça rejoint un peu la question, pas de près, mais au niveau des doubles licences, est-ce qu'il y a eu du changement ou c'est toujours qu'un an non renouvelable? Et jusqu'à quel âge? Alors c'est toujours un an, limité à 5 par catégorie d'âge, c'est toujours pour l'instant la même chose. C'est ce qu'on discutait ce matin. On va réétudier cette question avec des vrais éléments. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'éléments jusqu'à présent et cette saison va nous fournir les premiers éléments. J'expliquais ce matin, et on ne va pas redébattre dessus, mais j'expliquais clairement ce matin qu'il faut qu'on mesure aujourd'hui l'effet de ces doubles licences. C'est-à-dire que les gamins qui sont en double licence, réellement, ils ont fait combien de feuilles de match dans le club qui les a accueillis et dans le club dans lequel ils retournent. Parce que très souvent, dans le club qui les a accueillis, ils font très peu de feuilles de match. Parce qu'on fait, attendez, excusez-moi, parce que c'est souvent vers une catégorie supérieure, on fait de la politique de dire on remplit des effectifs avec ça, sauf que les gamins, après, ils sont frustrés et ils ont beaucoup de mal à redescendre dans leur club. Donc l'idée de la première année, puisque c'était cette année où on l'avait mis en place, l'idée de la première année était de dire que le club supérieur, c'est-à-dire le club qui l'accueille pour un niveau supérieur, doit être capable d'évaluer le gamin pour dire est-ce qu'il rentre dans mon effectif ou est-ce qu'il ne rentre pas dans mon effectif? Et on parlait tout à l'heure de faire rêver des gamins, voilà, d'arrêter de faire rêver des gamins et tout ça. Ça en fait partie d'arrêter de les faire rêver. Parce qu'à force de les laisser 2 ans, 3 ans, 4 ans en double licence où ils ne jouent pas, on les fait rêver en croyant qu'à un moment ils vont y arriver à cette équipe. Mais en fait, ils n'y arriveront jamais parce qu'ils ne jouent pas, ils ne pratiquent pas. Ils sont au-dessus pour venir jouer en dessous. Oui, les gamins qui sont au-dessus pour jouer en dessous. Non mais c'est aussi l'effet mesurable, mais je mets un delta par rapport à ça aussi, parce que les clubs derrière sont vent debout en disant mais ils nous envoient, et surtout sur des phases finales, parce que c'est comment réguler tout ça. Dès qu'il arrive les phases finales, on voit un afflux de joueurs qu'on n'a jamais vu de toute la saison, il arrive les phases finales et on voit toutes les doubles licences qui arrivent du niveau supérieur, donc qui font que le club fait de très belles phases finales, on se dit que le club il est super formateur et tout ce qu'on veut, sauf que c'est les doubles licences qui lui ont apporté cette plus-value. Alors attention, hein, c'est pas rédhibitoire ce que je dis, bien au contraire, je dis qu'aujourd'hui on va avoir des vrais éléments de mesure. Et ces éléments de mesure vont nous permettre de dire, ben voilà, ça correspond à quoi? Est-ce que cette évolution, est-ce qu'effectivement ils ne viennent que quand il y a les phases finales? Est-ce que réellement ils sont intégrés dans le club et ils retournent dans leur club? Et vous savez comme moi que c'est très rarement le cas malheureusement. Voilà. Et plus on ouvre, mais plus on dit on continue, on fait de la durée. On pourrait quand même, tu dis que c'est les joueurs qui redescendent qui font la différence après avec les clubs. Mais on pourrait dire ces 5 joueurs ils redescendent à condition qu'ils aient fait tant de matchs qu'ils sont redescendus. Il faut limiter. Voilà. Voilà. Oui, mais alors après, si Thierry, s'ils ont fait beaucoup de matchs et quand ils redescendent, ils faussent les trucs, on ne peut pas dire on va faire double licence et puis ils faussent le truc. Et au bout d'un moment, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, Laurent Gabanini, quand même, qui est là, hein, et qui me dit que c'est stop. Alors,
Alors moi, je veux bien continuer, on peut continuer toute la soirée. Juste, Bernard, le temps qu'on se mette d'accord, rappelez quand même l'opération bon de déstockage Adidas. On m'a dit que tu étais au courant. C'est quoi ça? Non, vous savez que donc on change, je l'ai dit tout à l'heure, d'équipementier. À partir du 1er juillet, nous serons le coq sportif et nous sommes fiers, parce que c'est une marque française qui a d'abord, quand Serge jouait, c'était, je crois de mémoire, le coq sportif qui habillait le 15 de France, si je ne m'abuse. Pardon? Il en a vu beaucoup passer. Mais tu vois, il y en a qui passent et qui reviennent. Il y en a qui passent et qui reviennent. Voilà. Donc le coq sportif va revenir. Alors effectivement, il y a à Marcoussis, dans les entrepôts, plusieurs dotations. Donc nous avons pris la décision avec le comité directeur de donner, puisqu'il faut qu'on rende ces dotations Adidas, nous allons en envoyer dans les Outre-mer parce que nous leur avons promis et croyez-moi ils le méritent, et nous allons donner des bons de commande à tous les clubs présents ici, tous les clubs qui ont fait l'effort de venir à l'Assemblée Générale et au Congrès vont repartir avec des bons, d'accord, qui vous permettront de recevoir des dotations Adidas pour que nous vidions les entrepôts et qu'à partir du 1er juillet, ou je ne sais à quelle date la dotation, le coq sportif va arriver, elle puisse être vidée et libre. Voilà. Pardon? Les comités départementaux, ils auront de NIB, ça va? Et le bon, il est juste là à l'entrée, hein. C'est à la table à l'entrée, Bernard. Si vous êtes bon, vous aurez. Alors, on conclut les questions en direct à Bernard. Il tient une petite permanence là-bas, mais surtout les bons de déstockage, c'est à l'entrée, juste avant la sortie. Voilà. Sortie à gauche, c'est là, François? Ouais, juste là. D'accord.